12 ans que Jenny fait les ménages à Genève. 12 années de sacrifice à élever seule sa fille, 12 années vécues dans l'ombre, dans la crainte d'un contrôle et d'un renvoi au pays. Il y a encore quelques mois, elle et sa fille étaient ce que l'on appelle des sans-papiers, mais ça c'est du passé. Justamente era el día de mi cumpleaños, el día de mi aniversario, y yo recibí la noticia de que obtenía los papeles. Berna me daba el permiso. Hemos festejado y muchas felicitaciones por el permiso, por el cumpleaños, un buen regalo. Y la verdad que fue una sorpresa muy, muy bonita. Tout comme Jenny et sa fille, quelques centaines de clandestins ont obtenu leur permis B ces derniers 18 mois à Genève. C'était lors de la phase test et désormais, plusieurs milliers d'autres vont intégrer un processus qui pourrait inspirer d'autres cantons en Suisse. C'était mardi dernier, à Genève. Une conférence de presse qui a fait l'effet d'une petite bombe. Le casting était celui des grandes occasions. Côte à côte, la vice-directrice du secrétariat aux migrations de la Confédération, la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, une ancienne présidente de la Confédération et un conseiller d'État ravi de dévoiler une initiative menée depuis 6 ans dans le plus grand secret, l'opération Papyrus. Papyrus veut régulariser les personnes qui sont déjà en règle avec les exigences sociétales de notre canton. Et loin de l'hypocrisie ou du laxisme, Papyrus met en œuvre les 2 attitudes clés de la politique migratoire genevoise, fermeté au service de la sécurité et humanité contribuant à la prospérité. Nous avons besoin des étrangers, c'est dans l'ADN genevois et je me plais à le rappeler extrêmement régulièrement. Si Genève a besoin de ces étrangers sans papier, on ne sait pas encore combien d'entre eux pourront bénéficier de ce processus de régularisation. On estime qu'il y en a environ 13 000 à Genève. On en a normalisé environ 600 l'année passée dans une phase pilote. Le déclenchement public aujourd'hui va générer évidemment des attentes. Donc entre 600 et 13 000, la vérité est peut-être un peu entre les deux. On parle ici de plusieurs milliers de personnes qui obéissent aux critères très stricts qui sont posés. Le cas échéant, s'ils n'y correspondent pas, le risque pour eux, c'est le renvoi. Pour être régularisé, il s'agira donc de respecter une série de critères, plus souples qu'auparavant, objectifs et cumulatifs, de quoi permettre aux personnes concernées de déposer ou non leur demande de régularisation en connaissance de cause. Il faudra apporter les preuves d'un séjour continu de 5 ans pour les familles avec enfants scolarisés, de 10 ans pour les familles dont les enfants ne sont pas scolarisés, les familles sans enfants et les célibataires. Il faudra aussi prouver son indépendance financière complète, son intégration réussie, moyennant un test de français, et il faudra enfin être vierge de toute condamnation pénale, casier judiciaire faisant foi. Avec ces critères, on est loin de l'usine à permis, mais certains craignent néanmoins que ces régularisations fassent exploser les demandes de prestations sociales d'une population qui jusqu'ici n'y avait pas droit. Le fantasme sur le fait qu'une fois qu'ils sont régularisés, ils fichent le camp à l'aide sociale. Ben, c'est pas vrai. Sur les 10 dernières années, on en a en moyenne régularisé, avec l'accord de la Confédération, une centaine par année, et moins de 6% d'entre eux ont abouti à l'aide sociale. Principales touchées par cette mesure, les femmes d'origine latino-américaine travaillant dans le secteur de l'économie domestique, comme Jenny. Sa régularisation lui a enfin permis de retourner en Bolivie après 12 ans, mais aujourd'hui, c'est surtout pour sa fille de 14 ans qu'elle se réjouit. C'est surtout pour los enfants, parce que les parents sont moi como maman, je pense son mon travail. Y por él c'est différent parce qu'elle sait qu'elle peut aller à quelque part pour faire sus otros estudios, elle peut retourner à Bolivie pour vacances, elle peut aller, non pas retourner, elle peut aller pour vacances, elle peut faire des estudios à quelque part, c'est mieux, hein? C'est mieux pour les enfants. Cette opération de régularisation, on la doit avant tout aux 15 ans de travail de terrain et de mobilisation du monde associatif genevois. Il tenait sa conférence de presse cette semaine, quelques heures après celle des autorités. Nos associations vont continuer à rester actives. Dans ce dossier, on est au centre du processus, hein, ça c'est très important.
On va mettre sur pied des permanences, toutes nos associations, pas seulement les 4 qui sont ici, mais toutes celles qui font partie du collectif de défense des sans-papiers. Syndicats, collectifs d'aide aux sans-papiers ou organisations d'entraide, tous saluent le pragmatisme des autorités genevoises et de la Confédération, et même s'il a fallu faire des compromis, l'important c'est d'avoir mis un terme à des années d'hypocrisie. Avec l'ancienne pratique, eh bien, il n'y avait quasiment aucune chance de régularisation. À Genève comme en Suisse, les chiffres sont clairs. En 15 ans, seuls 4000 permis ont été donnés dans toute la Suisse, un peu plus de 2000 à Genève, mais par exemple 18 dans le canton de Zurich. Donc aucun accès à une régularisation. C'est pas une régularisation collective, c'est pas une amnistie, c'est un compromis avec les autorités. C'est un regret, ça, qu'il n'y ait pas une amnistie ou une régulation collective? Alors peut-être un regret, on aura toujours un regret, puisqu'à la base, on a déposé une demande de régularisation collective en 2003. Donc on a évolué avec la politique actuelle, et bien on est arrivé à ce compromis. Mais sur les critères objectifs, on se félicite de cette avancée. Avec cette initiative, Genève confirme sa place de pionnier suisse en matière de reconnaissance des sans-papiers. En 2005 déjà, Martine Brunschwig-Graf, alors présidente du Conseil d'État, avait soumis à Berne un projet de régularisation pour 5000 personnes sans permis, sans succès. Pourquoi ça a coincé? C'est parce qu'il faut être deux pour danser le tango. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il fallait que l'autorité fédérale soit d'accord. Et à l'autorité fédérale, à l'époque, c'était Christophe Blocher, et il n'était simplement pas d'accord avec l'idée de trouver une solution dans ce dossier. Ça ne l'intéressait absolument pas. Et donc, à partir de là, tout effort que le canton de Genève pouvait mettre en place était voué à l'échec. Si à l'époque Christophe Blocher ne voulait pas danser le tango, Genève a aujourd'hui trouvé un partenaire plus à l'écoute en la personne de Simonetta Sommaruga. Mais accoucher d'un tel accord n'a pas été simple pour autant. Pour être très concret sur ce dossier-là, notamment en Suisse alémanique, on considère que les sans-papiers sont liés aux demandeurs d'asile, alors qu'il n'y a aucun rapport, strictement aucun rapport, ni au niveau légal, ni au niveau des parcours individuels. Donc la difficulté sur ces dossiers, c'est de commencer par se dépolluer d'une atmosphère peu propice à leur résolution, de traiter, et j'ai dû le faire dans ce dossier de façon assez confidentielle, pour ne pas dire secrète, et puis ensuite d'avancer avec des projets pilotes et de faire la démonstration, la preuve par l'acte, que ce qu'on avance de façon intuitive comme thèse, eh bien ça se vérifie. Arben et sa famille ont eux aussi participé à cette phase de test. Ils ont reçu leur permis B l'été dernier. Et ça, on a reçu au mois de mai dernier, tout à fait. Et puis on était bien contents, tout le monde, toute la famille. Qu'un jour on pouvait voyager libre, on pouvait aller où on pouvait faire une vie normale. Parce que jusqu'à là, on était un peu... On était tout le temps dans le stress. Qu'est-ce que ça va nous arriver demain? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils vont nous renvoyer? Ce père de famille originaire du Kosovo réside depuis plus de 10 ans à Genève. En 2009, il fait une demande de régularisation. Berne refuse. Motif, le Kosovo ne fait pas partie de l'Union européenne. Malgré ce refus et 2 interdictions de travail, il reste au bout du lac, joue à cache-cache et prend du galon dans le restaurant où il travaille depuis maintenant 13 ans. Il paraît que c'est un des rois de la fondue à Genève et son patron l'a soutenu dès le début. Il m'a trouvé un appartement, il m'a pris l'appartement sur son nom, parce que moi, sans papier, je ne pouvais pas prendre un appartement sur mon nom. Après ça, il m'a gardé toujours, il m'a payé toujours correct, il ne m'a jamais laissé tomber. Alors, même s'il y avait de contrôle, même s'il y avait de choses que ça se passait ici, il m'a toujours soutenu dans tous les côtés, il m'a conseillé beaucoup de choses. Même lui, il m'a conseillé d'aller au syndicat pour s'inscrire. Quand il était sans papier, Arben était déclaré, il contribuait aux assurances sociales et comme de nombreux clandestins, payait ses impôts. Contribuer aux finances de l'État tout en restant un fantôme aux yeux de la loi, intolérable pour son patron. Quand vous avez quelqu'un qui est extrêmement consciencieux, travailleur, qui aime ce qu'il fait, qui est là pour vivre, pour donner à manger à sa famille, qui est aimé de ses collègues. Qui est déclaré. En plus, bien sûr, totalement déclaré. Voilà, on se demande comment est-ce que l'État jongle avec cette dichotomie entre je reçois l'argent de l'AVS, je reçois l'argent des impôts, je reçois tout l'argent
pour le protéger, mais d'un autre côté, si jamais son nom sort d'une manière trop en lumière, eh ben voilà, il faut que cette personne disparaisse, il n'a pas le droit d'être là. Malgré l'interdiction de travailler qui pesait sur son cuisinier, le patron l'a gardé à son service, en acceptant les dangers que cela comportait. Le risque le plus grand, c'est la fermeture de l'établissement. Alors c'est vrai que si on arrive à cette procédure-là, je conçois qu'un patron d'établissement puisse se dire « non, là, je ne peux plus tenir, je dois me séparer, je dois arrêter ». Mais il y a la balance avec tout ceci, c'est qu'on a tous nos sentiments vis-à-vis des lois qui nous encadrent. Et si on a le sentiment qu'une loi est injuste, ou que certaines choses, ou certaines procédures administratives ne sont pas justes, je pense que tout citoyen doit aussi avoir le courage de défendre ses opinions, même en étant en contradiction avec la loi. Ce processus de régularisation vise aussi à assainir des secteurs particulièrement touchés par le travail au noir et le dumping salarial grâce à de nouveaux dispositifs de contrôle. Le projet comporte aussi un volet d'insertion et d'accompagnement pour les personnes concernées. Cette permanence cantonale, destinée à orienter les sans-papiers, en est un exemple. Lors de notre visite, elle venait d'ouvrir ses portes et l'affluence était confidentielle. Première arrivée, cet émigré italien venu prendre des renseignements pour un ami kosovar. C'est un monsieur? Oui, c'est un monsieur. Il est arrivé en Suisse en quelle année? En 2002, pardon. 2002. Pas marié? Il n'est pas marié. Il a 2 enfants qui sont nés à Genève. 2 enfants nés à Genève. Oui. D'accord. Vous savez quelle année il est né? En 2010 et en 2012. Donc, il remplit les conditions. Avec enfant, il faut avoir résidé au moins 5 ans. Lui, il a résidé plus de 10 ans, plus avec enfant. Oui. À première vue, il remplit les conditions pour demander une régularisation. D'accord. Étant donné qu'il a déjà sûrement son dossier au syndicat site et qu'il faut trouver un mandataire pour déposer une demande correctement, on vous conseille vivement, ce n'est pas une obligation, mais c'est d'aller où les dossiers sont déjà connus par des services pour que la demande soit déposée. C'est beaucoup plus simple, ils ont déjà les données. Exactement, et ils font partie du projet, ils connaissent très bien la chose. Aujourd'hui à Genève, des milliers de sans-papiers ont un espoir concret de sortir de la précarité. C'est le cas de Jean qui a quitté les Philippines et sa famille il y a 20 ans et travaille comme employé domestique dans les coulisses de la Genève internationale. J'ai souvent travaillé pour des fonctionnaires des Nations Unies. J'ai aussi été au service de gens qui travaillaient chez Procter & Gamble. Particularité genevoise, les nombreux sans-papiers anglophones qui travaillent au service d'expatriés anglophones. Difficile dès lors pour eux d'apprendre le français. Ils devront donc bénéficier du volet d'accompagnement linguistique du projet. Jean s'y prépare et se réjouit de la suite. J'y pense et je me dis qu'on sera enfin à égalité. Je suis contente. On sera comme tout le monde. Normaux. On pourra voyager. On ne sera pas limité. Je suis pleine d'espoir. Je sens que les choses se développent positivement. Je pense vraiment que je vais l'avoir. Le projet pilote genevois aura une durée de 2 ans. Après viendra le temps de son évaluation et qui sait de son extension à d'autres cantons suisses, s'il le souhaite bien sûr.